Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre matinale de l'information sur Canal 2 Info, la chaîne internationale d'information en continu que vous regardez tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ce matin, nous allons parler de ces attaques de Paris avec bien évidemment cette coordination internationale qui est envisagée pour lutter contre le terrorisme et surtout pour détruire l'organisation de l'État islamique. Nous parlons de top 10 des meilleures économies africaines et les 10 destinations pour tous ceux qui souhaiteraient faire du business en Afrique. La libre circulation va également nous intéresser ce matin avec, bien évidemment, les nouvelles directives de la communauté monétaire et économique de l'Afrique centrale. Le Burundi, avec ces violences à répétition et la sortie de Barack Obama, nous intéresse ce matin, tout comme le Burkina Faso, avec cet enregistrement à polémique qui laisse entrevoir que le putsch du 16 septembre dernier aurait été fomenté par Guillaume Soro, l'actuel président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, et Djibril Bassoulé, le ministre des Relations extérieures de Blaise Compaoré. Voilà pour le sommaire, je vous retrouve dans un tout petit instant. Retour sur le plateau de la matinale de l'information. Serge Bondé, bonjour. Bonjour, Louis Roger Noadier. Madame, Monsieur, merci infiniment d'être des nôtres encore ce matin. Nous parlons ce matin de la libre circulation en zone CEMAC. Il est vrai qu'elle n'est pas encore effective, mais une autre directive vient d'être rendue publique visant bien évidemment à donner des précisions s'agissant de cette circulation des hommes et des biens. La libre circulation des hommes et des biens, vous le dites si bien, en zone CEMAC reste encore problématique. D'ailleurs, la rencontre du 17 octobre 2015 dernier à Malabo entre les ministres chargés de la mise en application des mesures prises par les chefs d'État à travers cette rencontre-là, on n'a pas beaucoup vu cette intervention aller dans le sens de l'application immédiate et surtout la faveur des chefs d'État, lorsqu'on sait encore que sur les 6 pays qui constituent la zone CEMAC, il y a 2 pays qui restent un peu réticents dans la mise en œuvre de ces directives CEMAC. Ces nouvelles directives, d'ailleurs, qui ont été rendues publiques, indiquent un peu ce que pourrait devenir et ce que pourrait être le citoyen dans la zone CEMAC sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique et même sur le plan de l'accompagnement de toutes ces personnes-là qui se développent et qui se déplacent dans toutes ces zones concernant la libre circulation des biens et des personnes. On a aussi également parlé de cette libre circulation-là qui voudrait que les personnes, dont des ressortissants d'une certaine communauté qui vivent en état, surtout dans la quiétude avec leurs voisins dans le pays d'accueil, pourraient également bénéficier d'un certain nombre d'avantages mis en place et des règlements édictés par la CEMAC, c'est-à-dire si vous êtes un citoyen de la zone communautaire vivant dans un territoire particulier, toujours à partir de la zone, après 5 ans de vie commune, on peut vous attribuer une carte de séjour qui pourrait vous permettre de passer encore 10 années supplémentaires dans ce pays. Mais aussi, quelques règles ont été édictées là-bas. Il y en a 5 au total qui concernent au-delà de la libre circulation des biens et des personnes, mais aussi la volonté de ces États de se poursuivre, de pouvoir vérifier la situation de chaque citoyen. Je prends un exemple simple. Vous êtes ressortissant de la zone CEMAC, vivant au Gabon. L'État du Gabon peut par exemple engager des initiatives allant dans le sens de voir un peu votre passé antérieur, d'où vous venez, ce que vous avez fait, est-ce que vous avez un casier judiciaire assez complexe pour résider dans cette zone CEMAC-là. Eh bien, il y a donc cette libre circulation qui doit être mise en place, donc la fluidité de l'information entre ces pays constitue quand même un volet important qui a été mis en place par ces ministres en charge donc, de la zone CEMAC. Alors il faut dire, Serge Bondé, que c'est quand même des nouvelles directives qui arrivent au lendemain de ce grand projet qui sera plus d'actualité, à savoir RSEBA, qui est un projet qui visait bien évidemment à faciliter également cette libre circulation. Il y a également ces cartes d'identité biométriques annoncées, en lieu et place d'autres éléments comme le passeport. Décidément, il n'y a pas une certaine dynamique en place pour la mise en place effective de cette libre circulation. Vous savez si bien en Afrique, il y a un adage qui dit que les riches se fréquentent entre eux et les pauvres également ont l'habitude de marcher ensemble. Donc dans la zone CEMAC, une zone immensément riche, on a du mal à pouvoir consolider même les acquis et même les relations entre ces différents États
parce que tous ces pays sont des pays immensément riches, mais qui restent pauvres, entre guillemets, au niveau de l'accompagnement donc des populations de ces différentes zones-là. On a le cas, même si on va voir sur le plan de la démographie, dans l'un des pays les plus peuplés de cette zone-là, c'est le Cameroun, et qui affiche un taux assez important et qui reste d'ailleurs le maître incontesté en matière de poussée économique et même de prévision pour accompagner la zone CEMAC, d'ailleurs qui fait un taux assez conséquent en matière de produit intérieur brut. Maintenant, on va réfléchir un peu sur ce qui a été mis en place, le cas donc du passeport biométrique CEMAC qui rentre donc en vigueur. Ce passeport permettra donc d'identifier à chaque fois tous ses titulaires. Mais seulement ce qu'on reproche, peut-être qu'il peut être aussi le cas de quelques pays africains, hein, c'est le fait que dans nos systèmes, dans nos aéroports, on n'a pas encore véritablement installé un système biométrique d'identification à part les droits des personnes qui entrent et ressortent. Et donc ça fait partie également des blocages, des barrières, et qui asphyxie un peu cette libre circulation des biens et des personnes. Vous avez évoqué Air CEMAC tout à l'heure, pourtant qui était une compagnie qui devait redonner du réconfort à la sous-région Afrique centrale, mais justement parce que ces États ont du mal à harmoniser donc leurs différentes relations et même leur manière de voir fonctionner cette zone CEMAC. On est convaincu pour certains experts qui étudient un peu les questions d'ordre économique et de développement de la sous-région Afrique centrale qui se disent que si les 6 chefs d'État de la CEMAC se mettent ensemble, créer un véritable marché, la CEMAC devrait être une référence non seulement au niveau africain et même au niveau mondial, parce qu'au-delà, lorsqu'on regarde un peu le flux important de population qui a l'intention de se déployer dans toute cette zone-là, ce n'est pas très évident. Alors que le cas en Afrique de l'Ouest, lui, fait également école, donc c'est une leçon qu'on pourrait tirer de ce pays-là, parce que beaucoup peuvent partir avec la carte nationale d'identité du Nigeria, se retrouvent au Ghana, un peu partout dans d'autres pays donc, de l'Afrique de l'Ouest. C'est déjà un avantage. On espère bien que les chefs d'État de la CEMAC vont davantage réfléchir, malgré le scepticisme des deux États. On a toujours à le relever, que sont le Gabon et la Guinée équatoriale, que la zone CEMAC, c'est une véritable impulsion, une dynamique de ces chefs d'État, tant qu'ils ne se sont pas accordés pour mettre en application ces textes, ces nouvelles politiques d'immigration et même d'émigration de la CEMAC. Rien ne pourra forcément être possible. On va rester dans les spéculations. On va changer. On aura même les meilleurs textes, les beaux textes qui sont mis en place en matière de circulation, même de contrôle des biens et des personnes. Mais si on n'a pas la volonté de mettre en application, le problème fondamental restera toujours celui de est-ce qu'on est libre, est-ce qu'on peut créer un véritable marché commun. Merci Serge Bondier pour ce complément d'information au sujet de cette libre circulation et des directives de la CEMAC, la Communauté monétaire économique d'Afrique centrale et sans transition. Elisabeth, bonjour. Bonjour Louis Roger. Alors je voudrais qu'on parle avec vous bien évidemment de ce classement rendu public qui permet déjà de savoir les 10 grandes économies africaines. Oui, Louis Roger, les 10 grandes économies africaines, c'est ce que nous savions tous. D'abord, on a en premier lieu le Nigeria, le deuxième l'Égypte, le troisième l'Afrique du Sud, dont l'Égypte vient de reprendre sa place qu'elle avait, dont elle a dépassé l'Afrique du Sud. Vous avez l'Algérie, 4e, le Maroc, 5e, l'Angola, 6e, le Soudan, la République du Soudan, 7e, l'Éthiopie, 8e, le Kenya, 9e, la Tanzanie, 10e. Les leçons à tirer de ce classement est simple. 1. Le Nigeria, malgré le ralentissement économique mondial, demeure la première économie africaine et 19e mondiale. Et l'Égypte, malgré la crise économique en Égypte, a dépassé. La crise économique et politique égyptienne vient de dépasser l'Afrique du Sud, dont l'Afrique du Sud est victime de son hyper-dépendance de la Chine. L'Égypte devient deuxième et l'Afrique du Sud dégringole en 3e position. Et l'autre leçon est que vous avez 4 pays de l'Afrique du Nord, 3 pays de l'Afrique de l'Est, 2 pays de l'Afrique australe, 1 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et puis vous voyez qu'il n'y a pas le Cameroun, il n'y a pas le Gabon, il n'y a pas le Congo, il n'y a pas la Côte d'Ivoire. Donc en fait, cherchez l'erreur. Et puis en dehors de ces grandes nations, les 10 vraies économies africaines, les 10 vraies, vous avez aussi 10 destinations qui n'est pas synonyme à être grand. Vous avez l'île Maurice qui devient premier, le Rwanda 2e, Botswana 3e, Afrique du Sud 4e, Tunisie 5e, Maroc 6e, Seychelles qui est le plus petit État africain en termes de superficie, 400 km², elle est 7e, la Zambie qui est une bonne démocratie, Lesson 8e, la Namibie et Swaziland boucle en 10e position. Et là, on n'a pas toujours le Cameroun et certains pays
pour ce qui est du top 10, hein, Oui, je oui. parle beaucoup plus de l'Afrique centrale. Oui. Et cela, quand même, nous amène à réfléchir, Elie, parce que qu'est-ce qui peut véritablement amener un pays à être dans ce classement? Quels sont les critères pour que l'Afrique centrale ne puisse pas être du rendez-vous? Les critères, c'est simple, c'est la croissance, c'est le PIB par PIB, donc produit intérieur brut de chaque pays. Vous découvrez que, par exemple, le cas du Nigeria, vous avez 47 000 milliards, 102 millions, c'est le PIB du Nigeria. Et si vous comparez dans le Nigeria, si vous le transposez au Cameroun, l'économie nigériane, ça fait 40 fois l'économie camerounaise. Mais le Cameroun peut devenir parmi les 10 si, par exemple, on a mis en place un système de transparence, faciliter les investissements, et puis ce qu'on parlait tout à l'heure, et quoi je parlais du problème de libre circulation de la zone, qui ne marche pas, qui est toujours une vue d'esprit. Donc je pense que c'est une leçon pour le Cameroun, et pas seulement le Cameroun, tous ces pays-là qui ont ce qu'on appelle l'émergence en 2020 ou 2035 doivent quitter de la phase propagandiste des slogans et aller vraiment dans l'actualité, donc mettre les mesures en marche qui peuvent faire que ça devienne des grandes économies. Le Cameroun a cette potentialité. Par exemple, regardez l'Angola, 27 ans de guerre civile. La guerre civile en Angola est finie officiellement en 2002 et elle se retrouve comme 6e économie africaine. Le Cameroun n'a pas eu une guerre civile. On a eu des problèmes souvent, peut-être la guerre de libération qui est finie en 1971, mais le Cameroun se retrouve. Donc le Cameroun a beaucoup de choses à faire, à travailler pour. On ne doit pas se focaliser seulement sur des slogans. On doit aller sur le travail, au terrain, travailler pour être parmi les 10. On ne doit pas se contenter à être 17e ou 16e économie africaine. Ce n'est pas assez. Alors ce rapport, alors ce top 10 est rendu public certainement par une institution, par un organisme. Oui, par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Alors qu'il ne faut pas toujours prendre ça au sérieux parce qu'on connaît que souvent ces rapports sont biaisés parce qu'on a besoin de voir ces pays-là encore demander un peu au FMI ou à la Banque mondiale. Est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine objectivité dans ces classements, surtout lorsqu'on regarde l'Égypte qui vient de s'offrir un Mistral français avec des avions de guerre? Si, ça prouve peut-être... Non, on peut voir à travers ses achats d'armes sa position de deuxième. Non, ce n'est pas ça. Le gouvernement égyptien peut tout dire. Avant même l'achat des Mistral et les trucs, et que depuis le coup d'État, il y a des mesures mises en place pour le gouvernement Al-Sisi. On peut le reprocher que c'est un putschiste, mais il y a des mesures qu'ils ont mises en place. Il faut savoir qu'en termes même de potentialité économique, l'Égypte a des grands potentiels. C'est l'un des grands producteurs du gaz en Afrique. Donc, il y a des mesures qui ont été mises en place. L'Afrique du Sud a perdu. Pourquoi? L'Afrique du Sud a une certaine hyper-dépendance vis-à-vis de la Chine. Quand il y a un réajustement économique en Chine, l'Afrique du Sud principalement exporte de l'or, du diamant, du fer et d'autres minéraux. Et puis l'industrie automobile sud-africaine est en crise. On le voit parce que les grèves à répétition, qui a eu lieu en Afrique du Sud dernièrement, a eu un impact négatif sur la performance économique sud-africaine. Ce qui donne l'exemple aux gens qui aiment trop les grèves, qui demandent incessamment l'augmentation du salaire. C'est différent. Payer le salaire régulièrement, c'est une bonne chose, mais l'augmentation de salaire intempestif n'est pas bon parce que ça empêche en termes de concurrence. Et quand tu regardes même sur le taux de croissance, l'Égypte a une croissance d'environ 5%. Quand tu reviens en Afrique du Sud, qui est un État BRIC, l'Égypte souffre de problème. L'Afrique du Sud est victime de tout ce que tous les États BRICS sont en train de souffrir. La Russie, le Brésil, et les seuls qui réussissent dedans, c'est la Chine. Et puis l'Inde. Donc tous les BRICS comme le Brésil, l'Afrique du Sud et la Russie ont des problèmes. Pourquoi? C'est des pays qui exportent principalement des matières premières. Donc il n'y a pas de problème d'être biaisé dedans parce que si c'était être biaisé, il y a des pays qu'on devait les mettre. Non, mais je crois qu'en termes économiques, c'est comme 1 + 1 = 2. Donc on ne peut pas biaiser. On a vu le Cameroun, par exemple, rejeter un rapport du Fonds monétaire international. Le Cameroun rejette parce que d'abord, le Cameroun, c'est un pays qui manque trop en termes de statistiques. Vous avez déjà vu un pays qui fait le recensement pendant 10 ans. Ça ne se fait pas. Au Cameroun, on a vu. Moi, j'ai fait des exemples. Par exemple, les sociétés microfinances au Cameroun. C'est des champions de la fausseté. La COBAC demande, par exemple, qu'il faut avoir un capital par exemple, de 50 millions. Ça dépend de grade de société microfinance. Qu'est-ce qu'ils font? Toi, tu as une microfinance appelée Louis Roger. Le jour où la COBAC veut venir voir, moi, je prends tout mon argent et mets dans ton compte, on regarde. Donc, le Cameroun, c'est un pays qui doit faire un effort
à être honnête, n'est pas mentir dans les statistiques. Si le Cameroun était un pays performant en termes économiques, le Cameroun devait se trouver dedans parce que le Fonds monétaire international n'a rien à voir avec le Cameroun, n'est pas contre le Cameroun, la Banque mondiale et même la Chine. Parce que si vous allez sur le site de la CCTV, je ne crois pas que la Chine a un problème avec le Cameroun. Pour mentir sur les statistiques, les Camerounais doivent travailler et non pas vivre sur les slogans. Merci Elie Smith pour cette contribution économique qui nous amène à comprendre quand même qu'aujourd'hui il y a des destinations qui permettent très certainement à des opérateurs économiques de faire des affaires. Bon, également ce top 10 qui va également mener les pays de la CEMAC à réfléchir un tout petit peu. Bon, ce classement du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui va me permettre de recevoir Patrick Christian Dobo. Bonjour. Bonjour Louis-Roger, bonjour Elie et bonjour à nos téléspectateurs. Vous êtes également un féru des questions économiques. Est-ce qu'on peut entièrement faire confiance à ce rapport du FMI et de la Banque mondiale qui décide, tout comme cette puissante communauté internationale, de retirer ou d'augmenter les points à qui elle voudrait? Même si on ne peut toujours pas prendre ça comme des vérités d'évangile, ce qui est certain, c'est qu'il y a des points objectifs, hein, et beaucoup de points objectifs, parce qu'il y a quand même des critères qui se rapprochent au maximum, n'est-ce pas, d'un certain nombre de réalités. Et moi, lorsque j'écoutais Elie nous dérouler ce classement-là, et après avoir parcouru moi-même ce classement, il y a une chose particulière qui a quand même attiré mon attention. Il y a des pays comme le Nigeria et l'Égypte qui sont quand même en proie à l'activisme des terroristes. Et c'est des pays qui, malgré tout, arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu et à se projeter vers l'économie. Donc, on ne nous dise pas ici chez nous que même ce slogan de l'émergence en 2037 serait remis en cause parce qu'on a une activité terroriste dans l'extrême nord. C'est vrai que c'est pesant sur les dépenses du budget national, mais on a la capacité de pouvoir trouver d'autres ressources ou alors de densifier d'autres secteurs d'activité pour ne pas se clouer ou alors avoir le prétexte de ne pas y arriver simplement parce qu'il y a une action terroriste. Parlons à présent des attaques de Paris. C'est la grosse actualité aujourd'hui à travers le monde. Tout le monde en parle. On veut lutter efficacement contre le terrorisme et certains parlent même d'éradiquer l'organisation de l'État islamique pour essayer de sécuriser les populations et les biens. Alors, Patrick Christian, est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est possible de pouvoir exterminer cette organisation de l'État islamique qui est assez organisée comme son nom l'indique? Mais écoutez, Louis-Roger, vous me prenez en plein dans une réflexion que j'ai eue ce week-end. Hein. J'avais déjà lu ce bouquin de Bruce Hoffman, La mécanique terroriste, et je me suis permis encore de le délecter ce week-end. Et j'en suis venu à la conclusion que l'auteur lui-même fait dans cet ouvrage. On parle de l'État islamique, mais il n'y a pas que l'État islamique. Al-Nosra, c'était hier Al-Qaïda lors de l'attentat de septembre 2011. En Afrique, il y a AQMI, il y a Boko Haram à quelques lueurs de nous ici. Le terrorisme est aujourd'hui, sur le plan de la planète, une véritable question qui interroge les relations interhumaines et inter-États. Et si on s'en prend seulement à la barbarie, à la violence et à l'atrocité, n'est-ce pas, des actes commis par ces adeptes, n'est-ce pas, de la mort, on va simplement passer à côté d'un problème fondamental. Le monde mérite aujourd'hui de se questionner fondamentalement et d'interroger même ces puissants qui sont un peu victimes de leur puissance. Parce qu'à la vérité, ce n'est pas parce que... Mais qui sont impuissants. Voilà, ce n'est pas parce que ces États sont impuissants dans le sens propre du terme qu'ils sont victimes du terrorisme. C'est parce qu'ils sont trop puissants qu'on ne peut que les attaquer par ces méthodes voilées. Et aujourd'hui, pourquoi les autres le font? C'est parce que les autres en ont marre, peut-être, d'un certain nombre d'impositions qui rendent finalement vulnérables ces États si puissants que ça. Donc la question du terrorisme est aujourd'hui devenue un véritable outil politique, idéologique, qui finalement a de beaux jours devant si on ne prend pas des résolutions qui ramènent un peu les agissements des puissants du monde à plus d'humanité, plus d'équité et plus peut-être de considération pour les autres. Ça ne peut pas justifier ces morts que nous avons, mais pour répondre à votre question, Louis-Roger, si rien n'est fait dans l'urgence, si on n'arrive pas véritablement à changer de paradigme dans la considération des relations inter-États, il serait bien difficile de penser à éradiquer un quelconque terrorisme. Je vous rappelle que c'est depuis 1968, avec la prise d'otage de l'avion de la compagnie israélienne par l'OLP,
qu'on est rentré dans une forme de terrorisme moderne. Et aujourd'hui, ça va de vague en vague, de mutation en mutation. On se demande bien où cela pourra être arrêté. Voilà, Elie Smith, Nicolas Sarkozy a été donc reçu hier en audience par le président François Hollande parce qu'il est question que toute la France parle de la même voix et développe, n'est-ce pas, les mêmes stratégies. Mais Nicolas Sarkozy, au sortir de cette audience avec François Hollande, demande à François Hollande de revoir sa politique vis-à-vis de Moscou. Exactement, de revoir sa stratégie vis-à-vis de Moscou, c'est quand même étonnant de venant de Nicolas Sarkozy. Mais une chose que je voulais répondre avant de répondre à votre question qui m'a beaucoup plu avec la démarche que j'ai vue en France, c'est qu'au Cameroun, on doit apprendre, par exemple, avec ce qui se passe au nord. J'aurais voulu que le grand Paul Biya un jour reçoive John Frundi, qui est son... on va arriver là-bas, ça fait partie voilà, je laisse ça, voilà. Ça fait partie des questions... Nicolas Sarkozy demande qu'on revoie la stratégie avec Moscou, parce que déjà, Moscou, quel qu'en soit le cas, a une stratégie nette vis-à-vis, parce qu'il n'y a pas de bon terroriste et un mauvais terroriste. La conception, par exemple, monsieur Bruce Hoffman a écrit, mais il y a quelque chose qui se passe. Beaucoup de ces organisations terroristes, le Daesh, l'État islamique, qui les finance? C'est la grande question qu'on doit poser. Il ne faut pas que les Occidentaux nous prennent un peu comme des bêtes, parce que, les grands financiers de cette organisation, c'est l'Arabie Saoudite, le Qatar, les deux pays supportés par les États-Unis et la France. Donc, Sarkozy, pour une fois, dit quelque chose de normal. On doit s'allier avec la position russe. Je crois qu'il y a une certaine peur, un orgueil occidental disant que Bachar al-Assad va sortir vainqueur. Écoute, c'est entre le moindre mal et le pire. Donc, entre quelqu'un comme Bachar al-Assad, qui peut vous écouter? Je me rappelle même à la fin, vers la mort de Kadhafi, Kadhafi avait même écrit une lettre à Sarkozy et à M. Barack Obama faisant des ouvertures. Mais aujourd'hui, regardez ce que ça a donné. Je pense que Sarkozy a bien dit et que le monde occidental doit, pour une fois, accepter la position russe. Même moi, ça me fait un peu mal au cœur, mais à un moment, entre Bachar al-Assad et des gens violents comme le mouvement dirigé par Aboubacar al-Baghdadi, un ancien prisonnier, financé par l'Arabie Saoudite et les États-Unis, moi, j'ai choisi Bachar. Alors, et vous avez évoqué ce problème de financement qui est une piste importante pour la résolution de cette crise et surtout pour la mise en déroute de ces terroristes. Il y a des experts qui ont dit que pour régler ce problème de terrorisme, il faut aller voir le financement. Ceux qui financent le terrorisme. Et je pense que c'est également un problème crucial qu'il faudra voir. Est-ce que vous pensez qu'il faut commencer par ceux-là qui financent ce terrorisme? Mais vous ne pensez pas si bien le dire, Louis Roger. On ne s'arme pas. On ne fait pas l'acquisition de tout cet arsenal à la disposition de ces groupes terroristes si on n'a pas la manne financière. C'est le nerf de cette guerre. Et quand vous voyez un peu les postures et les comportements, n'est-ce pas, des États occidentaux, on peut se dire que c'est comme un jeu, finalement, qui se retourne contre l'expéditeur. Et c'est bien dommage parce que cela ne met plus simplement le monde occidental en danger. Cela met toute la planète en danger. Vous vous souvenez encore du discours du chef de l'État camerounais lorsqu'il évoquait la menace globale, l'éloignement du champ de bataille ou du siège et du lieu de résidence de ces terroristes-là ne vous éloigne plus pour autant dans le contexte de cette globalisation que le monde vit aujourd'hui, n'est-ce pas, de la violence, des agissements en retour. On a eu Al-Qaïda dans le passé, et Dieu seul sait comment Al-Qaïda a été financé. C'était les lieux de la guerre Iran-Irak, on sait tout ce qui s'est tramé. Aujourd'hui, on a Daesh, ce qui a été mis en avant, c'était d'autres considérations. Donc, le financement, il est là. Et quand on sait que Américains et Occidentaux contrôlent pratiquement toutes les transactions financières qui se déroulent dans cette planète, on peut bien se poser la question de savoir comment autant de manne financière arrive dans les mains de ces terroristes et puis arrive à leur permettre de financer, n'est-ce pas, les avoirs en termes d'armement sans que toutes ces puissances, fortes de leur renseignement, capables de dénicher notre défunt ami Kadhafi, de là où il se cloîtrait dans ses toilettes, ne puissent pas voir que ces transactions financières-là vont servir au mal. Et c'est ce mal-là qui rattrape aujourd'hui toute la planète entière. Alors, je voudrais que, Elie Smith, avant que vous ne reveniez, n'est-ce pas, sur ce qui vous taraude un tout petit peu l'esprit, revoir quand même que nous parlions déjà sur ce plateau de cette solidarité internationale pour mettre un terme à ce terroriste, pour assurer, déjà, pour renforcer la sécurité pour ce qui est donc de la France, qui va abriter dans une dizaine de jours cette conférence internationale sur le réchauffement climatique, que certains soient d'ailleurs
que cela puisse se tenir, que si cela ne se tient pas, ce sera donc un échec et une victoire pour ces terroristes. Alors, est-ce que vous pensez que dans le contexte actuel où on parle de la prolongation de l'état d'urgence, que cela ne pourrait pas jouer sur cette conférence une fois de plus? Ben écoutez, Louis Roger, on a quand même vu aujourd'hui que la France a autorisé l'ouverture des espaces publics, hein, le retour dans les espaces scolaires des élèves, étudiants et même des plus petits. Cela va certainement démontrer l'envie de ne pas céder à la psychose et à la tentation. C'est vrai quand même que les choses ne vont plus se dérouler dans une certaine accalmie. Parce qu'aujourd'hui, vous ne savez pas qui a une ceinture d'explosion autour de ses reins. Donc, c'est clair que la psychose ne va pas s'éloigner d'un coup comme ça, d'un seul revers de la main. On est encore face à une situation où, passer l'horreur, c'est quand même l'émoi qui est encore dans la conscience collective. Non seulement des Français, mais de tous ceux qui vont se trouver sur le territoire français, étrangers ou bien amis simplement de passage. Et donc, dans ce contexte-là, un sommet comme celui-là qui est attendu va certainement se tenir, nous le disions ici, parce que ne pas le tenir serait finalement un aveu d'impuissance totale et même un signal donné à cet État islamique pour davantage frapper. Mais il va se tenir dans des conditions sécuritaires certainement drastiques, avec le spectre, n'est-ce pas, de cette menace qui va peser tout au long de ce sommet. Et c'est d'ailleurs le cas actuellement au G20, et tout le monde le voit. Alors, Elie Smith, tout à l'heure, vous parliez du cas de la France qui devait servir de leçon et d'exemple au président Biya. Est-ce que c'est parce que la France a reçu, n'est-ce pas, ses opposants à Mondovision que vous estimez que le président Paul Biya n'a pas fait? Oui, si Paul Biya avait reçu, quelqu'un devait savoir. Le pire que Paul Biya n'a même pas fait, n'a pas fait, que depuis les attentats de Boko Haram au nord du Cameroun, Paul Biya d'abord a eu un truc extraordinaire. Il est allé déclarer la guerre de Boko Haram en France. Et depuis, il n'a jamais pris la peine pour aller là-bas au nord. Un. Deuxièmement, Paul Biya habite à Yaoundé. Il y a l'hôpital militaire où il y a des victimes de Boko Haram qui habitent. Je sais que les fanatiques de Paul Biya vont commencer à hérisser les cheveux. Il n'a jamais fait quitter pour aller voir ces gens-là. Ça en dit beaucoup. Regardez ce qui s'est passé en France. Je crois qu'on doit apprendre. Nous sommes les êtres humains. Hein. Peut-être il n'a pas les bons conseillers. Il a les bénis, oui, les gens qui acceptent tout ce qu'il fait. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu dois lui dire la vérité. Vous voyez, il y a eu les attentats à Paris. La même nuit, ce que M. François Hollande a fait. Il a fait la visite, il a fait 3 discours. Il a montré qu'il est proche des gens, mais bien nous montre qu'il est distant. Un. Deuxièmement, quand il y a quelque chose comme on a au nord du Cameroun, il faut une certaine union sacrée. Ça cause quoi à Paul Biya de recevoir tous les opposants? Tous ces opposants représentatifs, ceux qui ont les conseils régionaux, ceux qui sont à l'Assemblée nationale, et de recevoir. Vous avez vu la manière qu'il a reçu Nicolas Sarkozy, c'est son principal opposant. Et puis pour les Camerounais qui pensent que quand tu es opposant, tu dois toujours détruire, tu ne dois pas parler à l'autre, non. Quand tu es dans l'opposition, il faut toujours discuter. Donc je crois que Paul Biya, et ceux qui soi-disant aiment Paul Biya, doivent savoir qu'il doit faire une ouverture, discuter. La preuve, regardez, il y a même eu 9 morts hier là. Il est parti en UNESCO, mais François Hollande n'est pas parti au G20 parce qu'il veut résoudre les problèmes. Ici, il y a eu 80 morts l'année passée d'un accident de circulation vers Tico là. Je n'ai même pas suivi qu'il y avait même un discours à la nation. Je pense que c'est une leçon qu'on doit apprendre. Biya doit apprendre que quand il y a quelque chose, il doit être proche de la population. Envoyer le ministre de la Défense, ce n'est pas lui. C'est le commandant en chef des armées, c'est le président du Cameroun. Il doit montrer qu'il est proche du peuple. Voilà la leçon qu'il voulait dire. En principe, le Cameroun, c'est le Cameroun. Le président Paul Biya lui-même l'a dit à plusieurs reprises. C'est notre façon à nous parfois de gérer nos problèmes, même si cela ne plaise pas, puisque c'est ce que nous souhaitons. Mais on vous dira que le Cameroun, c'est le Cameroun. Alors, Patrick Kissan, d'abord, voilà quand même un fait qui a mobilisé tout le monde entier, des chefs d'État qui ont observé des minutes de silence. On a observé pratiquement dans tous les grands pays, dans les grandes capitales, des édifices publics symboliques porter les couleurs de la France. C'est quand même impressionnant. Et on s'est posé la question, comment cela a pu se faire avec une telle rapidité, d'avoir le bleu, blanc, rouge un peu partout. Je ne sais pas quel immeuble qu'on pourra avoir de bleu, blanc, le vert, rouge au Cameroun. Est-ce que vous ne savez pas frapper cette solidarité internationale?
Sur un aspect, oui, véritablement, cela marque les esprits. C'est bien d'avoir autant, on va dire, de solidarité. Des mois, c'est quand même des pertes en vies humaines. Mais qu'on ne nous taxe pas d'être indifférents à ce qui arrive aux Français. Vous savez, le nombre de morts qui tombent souvent suite aux attentats et autres au Nigeria, je laisse le Cameroun pour qu'on ne nous taxe pas de chauvinisme. De l'autre côté, là-bas, d'Abuja, de Kaduna et autres, Maïdougouri, imaginez le nombre, et c'est ces chancelleries occidentales qui nous aident même parfois à faire le décompte, parfois en donnant des chiffres plus alarmants que les services officiels donnent même de ce côté-là. Donc, je n'ai pas vu déjà chez nous en Afrique une telle solidarité. Dommage. Et encore plus du côté de l'Occident. Premier aspect. Deuxième aspect, ensuite, lorsque j'étais en train de lire encore Bruce Hoffman, je me suis dit, voilà au moins quelqu'un qui tient un discours, bien qu'il soit américain, qui soit objectif dans la responsabilité et le double jeu qu'on peut avoir dans la perception du terrorisme. Vous vous rendrez compte que toutes les grandes capitales et toutes les villes qui ont manifesté la solidarité dont vous faites allusion sont des capitales et des villes occidentales. Vous vous rendrez compte. On a comme l'impression que véritablement la guerre des civilisations est plus que jamais ancrée. J'aurais aimé voir, même si on a vu Bachar al-Assad quand même adresser ses condoléances, peut-être la Syrie aussi, ça m'aurait marqué. Même Israël, partenaire des Occidentaux, je n'ai pas vu cette bannière comme on a vu au Canada, à Montréal, partout à New York. Donc, il me semble que nous sommes là dans la continuité de cette guerre de civilisation où les autres, de l'autre flanc, font simplement le jeu diplomatique en adressant les condoléances, mais dans le fond, on se pose la question s'il n'y en a pas qui soient même contents de ce qui arrive là. Et c'est assez... mais Bachar, ça a été clair, pour ne pas aller dans le sens de tout le monde. Il a dit qu'il avait prédit ce qui devait arriver aujourd'hui en France et que la France n'a pas voulu changer sa politique vis-à-vis, n'est-ce pas, de la Syrie, et que la France vit ce que la Syrie a vécu il y a 5 ans aujourd'hui. Exactement, Bachar al-Assad a dit ça et c'est la vérité. Parce que tout à l'heure, vous parlez d'un problème de financement. Par exemple, moi, quand je vois le Premier ministre ou le président Recep Tayyip Erdogan, il me dégoûte. Parce que c'est eux qui ont financé le Daesh et le ISIS, et l'État islamique, pardon. Par exemple, comment ils font? Tu sais que l'État islamique publie ses comptes sur Internet, tout le monde voit. Hein? Parce que si c'était un groupe, un Camerounais ou un Nigérien, on devait déjà mettre main sur lui, on raconte. Ou c'était l'Iran, on devait le sanctionner. Donc je trouve qu'il y a un double jeu. Par exemple, c'est l'État turc qui vend le pétrole de Daesh. Donc voilà, on connaît tout. On connaît comment ils font le financement. Et en ce qui concerne, vous avez parlé du problème de l'émoi que ça a créé. Regardez, il y a 2 poids 2 mesures. Ça a eu lieu vendredi. Mais rappelez-vous, Daesh a frappé le Liban, Beyrouth, jeudi. Personne n'a rien dit parce que les Occidentaux ont estimé que Daesh frappait le Hezbollah, parce que dans un quartier chiite, le Hezbollah qui aide leur ennemi qui est Bachar al-Assad, donc personne n'a rien dit. Regardez par exemple un autre cas. Il y a eu 147 morts au Kenya. Il n'y a eu jamais cette bannière. Donc je pense que c'est le problème de Zuckerberg et Facebook. Ils estiment que quand ça touche la France, ça touche le monde occidental, donc on doit élever ça. Mais de l'autre côté aussi, oui Roger, c'est nous-mêmes les Africains, parce que, je lui dis, on a même dit ça ici vendredi, nous ne savions pas, on n'a pas la valeur de l'être humain, on ne connaît pas valoriser. Figurez-vous, le président Yahi Boni a déclaré un jour de deuil national au Bénin, mais depuis que les gens meurent au Cameroun, au Nigeria, au Kenya, en Libye, il n'a jamais dit qu'il y a un deuil national. Donc le problème c'est aussi nous. Il faudra qu'on ait cette capacité de savoir donner la valeur à nos gens. Le problème de l'homme africain et l'homme arabe aussi est que nous ne savons pas donner la valeur, on ne connaît pas valoriser l'être humain. Nous aimons les autres et on se hait entre nous. Par exemple, vous avez parlé des drapeaux. Les gens meurent à Kolofata. On n'a jamais vu un immeuble ici, même à Douala, au Cameroun, qu'on a mis le drapeau bleu, blanc, rouge. Jamais, ils s'en foutent réellement. Le Camerounais veut que tu meurs. C'est ça son problème. Il veut seulement manger. Donc, on peut peut-être leur reprocher que eux, ils valorisent les gens. Mais moi, je dis non. Ils ont montré la valeur que l'être humain a. François Hollande vient de montrer, la preuve en est qu'il a refusé d'aller en Turquie parce qu'il donne de la valeur. Et comme vous avez dit que le Cameroun, c'est le Cameroun, non, le Cameroun ne se trouve pas en Mars. C'est que les Camerounais sont ce qu'ils sont, ils n'ont pas de valeur.
Paul Biya, par exemple, il devait aussi sortir, aller à l'hôpital militaire, rencontrer ces gens-là. Ça devait montrer de la valeur qu'ils respectent. Nous, on ne respecte pas nous-mêmes. Donc, il ne faudra pas aussi que nous commence à se lamenter pourquoi les autres ne nous respectent pas. Les Français respectent les Français, les Occidentaux respectent les Occidentaux, mais les Africains ne respectent pas les Africains. On ne s'aime pas nous-mêmes. Et voilà, c'est une preuve. Voilà, nous allons parler à présent du Burundi avec ces incidents qui certainement vont conforter la position du Conseil de sécurité des Nations Unies d'envoyer quelques casques bleus de ce côté-là, parce que là encore il y a une fusillade dans un bar avec une victime sur le carreau, Patricia Devon. Oui, justement, c'est l'un des premiers incidents depuis le déclenchement de la fouille minutieuse, n'est-ce pas, après le délai qu'avait donné le président Nkurunziza à ceux qu'il considère comme étant les renégats, ou alors la rébellion. En tout cas, les expressions sont multi et plurielles de ce côté-là. Donc, c'est un incident qui va certainement encore alimenter la polémique autour des violences au Burundi. C'est une tension qui a d'ailleurs valu une sortie du président américain Barack Obama dans un enregistrement radiodiffusé qui s'est adressé au peuple burundais. Et ce qui a marqué dans cette allocution du président Barack Obama, c'est qu'on a quand même compris, le président américain, on a compris qu'il voulait donner un coup d'accélérateur à la médiation qui est en cours, ou bien en place, en train d'être mise en place, en tout cas ce retour de médiation. Parce que autant le président s'est adressé aux opposants, autant il s'est aussi adressé aux partisans de Pierre Nkurunziza. Ce qui est marquant, c'est que Barack Obama a joué sur une fibre vraiment, on va dire, socialisante, en rappelant à la mémoire des Burundais les années de guerre civile. Et le drame que cela constituerait aujourd'hui pour ce pays-là de replonger dans cette violence. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où la répression gagne en intensité et la radicalisation du camp de l'opposition aussi se fait ressentir. Donc cette sortie de Barack Obama a peut-être le mérite de rappeler les uns et les autres à un peu plus de tempérance. Et il reste à voir maintenant si la médiation qui est annoncée va porter du fruit. Elie Smith, je voudrais parler avec vous pour sortir du Burkina Faso avec cet enregistrement qui fait problème. Selon des informations qui restent encore à être confirmées, il y aurait eu des enregistrements audio dans lesquels on peut écouter la voix de l'ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, avec Djibril Bassolé, l'ancien ministre des Relations extérieures de Blaise Compaoré. Il se pourrait que ce sont ces deux personnes-là qui auraient fomenté le coup d'État manqué du 16 septembre dernier. Ça ne va pas nous surprendre. Je trouve qu'il faudra qu'on ait l'entièreté de ce rapport. Parce qu'au-delà de Guillaume Soro, peut-être si on parle de Guillaume Soro, donc on parle de Alassane Dramane Ouattara, au-delà, il y a d'autres ramifications que ce rapport doit donner, et puis de Djibril Bassolé. Mais je pense aussi que, comme Christian dit souvent, à un moment, il faudra qu'on essaie d'apaiser le Burkina Faso. Mais de l'autre côté, je pense aussi que les stratèges, ceux qui sont en train de distiller cette information, ne veulent pas le retour du régime Blaise Compaoré au pouvoir. Mais l'essentiel en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso, ça serait de la réconciliation et puis de l'unité nationale et de la stabilité. Voilà. Patrick Christian Doro pour sortir 30 secondes. Moi, je dirais que le Burkina est en train de faire un gros gâchis. Parce que ces enregistrements dont vous faites allusion sont encore sujets à des questionnements, ne sont déjà pas authentifiés et sont déjà en train de faire naître une véritable crise diplomatique qui est en souterrain entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Deux versions de l'enregistrement, du même enregistrement, ça suscite déjà des interrogations. On sent de la manipulation aussi sur ces enregistrements-là. Et ce qu'il faut craindre, c'est que ce ne soit pas avéré. Parce que si ça n'est pas avéré, vous vous imaginez ce que ça va encore soulever comme problème diplomatique avec un voisin comme la Côte d'Ivoire. Et le Burkina n'a pas besoin de ça maintenant, au moment où il va vers une élection, où il a besoin de finalement rassembler tous les fils de ce pays. Merci. Ces élections qui vont donc se dérouler ce 29 novembre et qui permettront ces élections, bien évidemment, aux 14 candidats en lice de briguer la magistrature suprême. Donc, c'est avec cette information que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir regardé. Nos programmes se poursuivent.